Donc, on va recommencer avec trois présentations qui se situent plutôt sur l'axe, le troisième axe de l'Institut Carnot Cognition, cognition collective. Et bah, comme pour les autres axes, on va essayer de faire 15 minutes par présentation, plus 10-15 minutes de discussion à la fin. Donc, la première présentation, c'est un chercheur de NSAD Lab, Dionysis Zamplaras et Lou Warnesson, sur le projet Articulation. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez si je parle comme ça, c'est OK? Super, OK, génial. Donc, en effet, je vais vous présenter le projet Articulation avec Dionysis. Donc, très rapidement, on fait partie du Labo Spatial Média qui est le groupe Spatial Média du laboratoire des arts décoratifs à Paris. Donc, c'est un laboratoire de recherche en design et en art. Et nous, on a une démarche de recherche-création sur plusieurs thématiques autour des médiations spatiales, donc que ce soit sur l'embodiment, la coprésence, la médiation spatiale, la spatialisation de l'information. Et donc, on fait des ponts entre différentes disciplines, et notamment dans le cadre d'articulation avec les sciences cognitives. Donc, en 2019, on lance ce projet, donc sous financement Artec, avec le labo SFL du CNRS à Pouchet. Et donc, avec tout un collectif constitué de cogniticiens, de philosophes, d'anthropologues et de designers, on lance ce projet qui vise à étudier comment émergent en fait les mécanismes de créativité collective à travers l'improvisation dansée et la réalité virtuelle. Donc nous, on s'inspire en fait des courants artistiques du minimalisme et aussi de certaines études en psychologie qui ont fait date, qui montre que quand on réduit l'information, en fait, on se retrouve face à une sorte d'essentiel sans ambiguïté. Et plus récemment, avec l'équipe de Charles Lenay qui montre via le cross-perceptual paradigm que des participants peuvent se coordonner et faire coprésence à travers un paradigme aussi simple que juste des mouvements d'objets sur un axe rectiligne. Donc nous, dans cette lignée, on travaille à définir notre propre environnement d'études pour l'étude du geste, en tentant, grâce à la réalité virtuelle, de réduire le mouvement à sa plus simple forme. Donc pour ça, on a invité des danseurs et avec eux, on s'est mis à bouger, à essayer de créer ensemble en fait ce paradigme qui permettrait donc à la fois d'interagir, mais d'enlever, comme je disais, un maximum d'informations. Et au cours de ces différents workshops, on est arrivé progressivement à isoler notre environnement privilégié sous cette forme. C'est-à-dire que là, vous voyez deux personnes qui sont captées par 3 points, leur tête et leurs deux mains. Et je vous montre rapidement ce que ça donne en vrai. Donc là, c'était deux participants à ces workshops. Et vous allez voir sur les écrans ce qu'ils voient à la première personne. Donc ça, c'est un des participants qui est le participant bleu, qui est face donc à un miroir. Et avec son partenaire, ils explorent à quel point ils peuvent se fondre l'un dans l'autre et créer une forme de coprésence comme ça. Et donc, après avoir retiré leur casque, ils pensaient avoir passé une dizaine de minutes dans l'expérience, alors qu'en fait, ça en faisait 45. Donc, après ces différentes expériences assez concluantes, on décide de monter donc, notre protocole d'étude. Donc là, on décide de mettre les participants dans 2 environnements physiques distincts, de manière à ce qu'ils puissent se traverser et donc pas avoir de collision inattendue. Et on leur propose pendant une douzaine de minutes de passer à travers plusieurs conditions randomisées. Donc une première qui sera la condition de base, où donc à la première personne, ils vont voir leurs 2 mains, qui sont 2 sphères en fait, qui seront devant les yeux. La deuxième condition où en fait ils vont plus voir leurs mains et donc en fait leur mouvement ne sera perceptible que par les réponses du partenaire. La troisième, c'est cette fois avec un miroir qui permet donc de voir son apparence et la similitude avec le partenaire. Et une dernière condition où là on a une couleur différente, ce qui nous permet au contraire de nous différencier. Donc au travers de ces expériences, on mesure la physiologie, les battements cardiaques, la respiration, la conductance cutanée. Et on a un premier pilote expérimental à la Tate Modern de Londres en 2019, où on demande aux participants qui passent, les volontaires, de bien vouloir explorer à travers cet environnement pour nous permettre de tester nos hypothèses et de valider l'approche. On fait ensuite en octobre 2019 une seconde étude plus conséquente, au cours duquel on réunit 42 participants, on mesure donc les fichiers de mouvement, des questionnaires post-expérimentaux et des interviews. Donc à partir des résultats quantitatifs, on peut voir que plus la vitesse de 2 participants est similaire, plus ils vont se sentir proches l'un de l'autre, par exemple. On va aussi voir que lorsque les participants ne voient plus leurs propres mains,
la coordination des mouvements s'améliore et que la sensation de proximité augmente aussi. Donc tous ces résultats sont débattus dans un premier article qu'on publie dans Frontiers in Psychology en 2021. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est qu'en fait la plupart de nos participants ne comprennent pas qu'ils sont en fait face à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la plupart ils disent en effet, je voyais que ça répondait à mes mouvements, mais je pensais plutôt que c'était une sorte de programme, une sorte de mémoire déformant qui copierait mes mouvements et les ferait se décaler un petit peu. Donc ils reconnaissent néanmoins que ça les copie, et puis il y a des moments comme celui-ci où là ça devient clair qu'il y a clairement un humain en face, c'est-à-dire que c'est on va dire le code le plus simple qu'ils sont capables de faire, c'est cet alignement entre les 3 seuls points qui composent leur corps. Et certains autres nous disent que c'est après avoir arrêté de lutter que finalement ils ont pu vivre une expérience qui était plaisante. Donc la qualité d'expérience elle est plutôt très bien notée par la plupart des participants et on sort donc convaincu des intérêts de nos choix de design qu'on exprime sous la forme de la shared diminished reality pour la réalité diminuée partagée, donc encore une fois dans cet article. Mais c'est aussi donc en observant le potentiel performatif de ce dispositif d'étude qu'on décide d'explorer aussi une dimension un peu plus artistique du projet. Et je vais laisser Dionysis vous en parler. Bonjour. Et donc, comme l'a expliqué Lou, il s'agit d'un projet recherche-création. Et donc le principe derrière ça, c'est de créer une dynamique entre l'équipe pluridisciplinaire, entre les artistes, les scientifiques et les designers. Et donc, à travers des interactions entre développement d'interface, de chorégraphie et amélioration technologique. Et en fait, il y avait 3 résidences où on avait plusieurs invités et dans lesquelles on avait des artistes, des personnes de sciences cognitives, des philosophes, des anthropologues, des designers. Et donc, il s'agissait des expériences collectives, on faisait le partage des connaissances et alors on s'approchait à la recherche à travers alors cette expérience commune et le retour de tous ces spécialistes, de tous ces différents points de vue. Donc, ils nous ont permis de plus développer nos outils et les adapter le design, l'esthétique. Et en même temps, il s'agissait de moments clés qui nous ont permis de formuler de nouvelles hypothèses. Et une particularité alors, notamment de ces résidences, c'était que la majorité de nos invités, de participants, de testeurs de cette plateforme, ont une pratique autour de la danse. Donc, soit ils étaient des danseurs professionnels, soit ils avaient une autre pratique en liaison avec le corps et le mouvement. Et donc, on a très rapidement remarqué que ces personnes, d'un côté, sont capables d'apercevoir et vivre d'une manière très particulière la plateforme qu'on a développée, et de l'autre côté, qu'ils présentent un aspect très intéressant, très performatif à nous qui les observons. Et du coup, ainsi, s'était créée l'idée d'un dispositif artistique dérivant alors de notre plateforme. Et donc, en développant la performance elle-même devient un outil de recherche-création parce que les artistes poussent le chercheur scientifique en testant les limites de capacité de notre plateforme. Et en même temps, les artistes et les designers, de l'autre côté de l'expérience, on est guidé par les innovations et on essaye de créer un vocabulaire commun entre tous ces participants. Et finalement converger vers une procédure de recherche et créer un dialogue interdisciplinaire. Quelques problèmes qui sont survenus lors de la conception de cette performance, c'est que tout d'abord notre système a été principalement développé pour émerger de participants de leur côté sans s'intéresser à un public et à ce que le public peut être capable de percevoir. Et alors, dans ce cas-là, dans le cas de la performance, le public devrait être pouvoir de percevoir, comprendre la performance, mais en même temps percevoir ce qui se passe à l'intérieur de ce monde virtuel. Et donc, pratiquement, vous voyez ici la performance présentée à l'ENSAD. Donc, il y a les 2 danseurs. Au milieu, il y a le chorégraphe qui lui-même participe en temps équipé avec un capteur du système de réalité virtuelle, et ensuite de différents moments dans la performance où les 2 danseurs sont
s'engagent dans une partie de co-création. Donc il y a deux objets qui se créent entre eux, de formes qu'ils peuvent manipuler et co-créer de nouvelles formes. Et ici, on peut mieux comprendre le setup qu'on a eu. Et donc chaque danseur a son propre espace physique, mais les deux se retrouvent dans un espace virtuel commun. Et donc le chorégraphe, représenté par cette figure verte au milieu, est censé alors être présent dans leur espace commun virtuel et en même temps entre les deux personnes, dans les deux danseurs dans l'espace physique, et ça les guider et en même temps faire comprendre au public ce qu'ils font ces deux personnes. Donc à travers son capteur, il est équipé avec une caméra virtuelle qui est capable alors d'explorer leur forme, l'espace virtuel, et le projeter dans un écran pour le public. Et on va peut-être voir une courte vidéo. Et donc, notre objectif, c'était de créer une performance qui pourrait refléter montrer mieux le fonctionnement interne de notre plateforme et de notre équipe. Et du coup, à essayer de réduire le sentiment de distance qui peut survenir en raison de barrières imposées par la configuration technologique. Donc le public est face à des performeurs qui sont équipés de casques, on ne voit plus leur visage, il n'y a plus ce contact visuel qui joue un rôle très important lors de la danse, de formes spectaculaires. Et donc dans le premier moment, en arrivant, les deux danseurs avec le chorégraphe s'engagent dans un dialogue comme s'ils se trouvent toujours à la recherche de leur expression. Et donc, ce qui fait alors que c'était notre choix esthétique pour montrer qu'il s'agit vraiment d'une performance recherche-création et pas vraiment d'un spectacle fini en lui-même. Et du coup, de cette approche alors, et notamment du fait que le chorégraphe est capable en même temps d'exister dans l'espace physique, mais équipé de cet capteur, se retrouver à l'intérieur de l'espace virtuel, le faire partager, le communiquer au public. On a développé le concept du lapin blanc, comme dans la fameuse histoire, parce que le lapin blanc, c'est un élément qui peut traverser les différentes dimensions et qui peut guider Alice dans son voyage. Et donc, de la même manière, notre chorégraphe pouvait guider le public et le chorégraphe lors de leur voyage. Et donc, à travers de ce concept du lapin blanc, on a conçu de nouveaux workshops de recherche-création et nous attendons là-bas l'idée de cette expérience partagée, en modulant le geste, le toucher, le son, voilà. Et on travaillait autour des idées d'objets communs qui peuvent être de marionnettes ou d'autres choses, et bref, des objets qui pouvaient relier les différentes dimensions, les différents univers proposés. Très rapidement, pour conclure, il y avait 3 œuvres produites lors d'un workshop avec la participation des étudiants du Master Artec. Donc il y avait une performance, il y avait une deuxième expérience immersive en manipulant de marionnettes. C'est une maison faite pour de marionnettes qui est également équipée d'un tracker. Et une troisième qui est un théâtre d'ombre chinoise dans lequel il y a un immersant qui peut interagir avec des ombres virtuelles et en même temps de participants qui peuvent interagir avec des objets et créer deux ombres qui ensuite les deux mondes vont se rencontrer sur cet écran. Et donc je laisse Lou reprendre la parole pour la suite du projet. Pour aller très vite, donc repartir sur cette idée d'objet partagé et co-manipulé,
on a fait évoluer l'idée vers quelque chose qui ressemblait plus à la base d'articulation, avec l'idée d'un danseur médian cette fois. L'idée étant de, est-ce qu'on peut, plutôt que de mesurer les gestualités de deux individus, mesurer en fait une sorte d'objet qui les réunit toutes les deux. Donc ça, c'était une étude expérimentale de mon côté. Oui, c'était ce qu'on présentait aussi hier. Et donc on décide de tester ça au cours d'un nouveau workshop qui a fait s'avérer en fait le danseur médian comme un objet extrêmement interactif. Là, je vais passer rapidement. En fait, pourquoi c'est interactif? Parce que en fait, dans cet objet, on voit une partie de soi, mais on voit aussi une partie de l'autre. Donc on a une partie de contrôle et aussi une partie qui nous échappe et qui nous questionne. Donc on avait là, dans ce cas précis, décidé d'enlever les sphères blanches, de manière à ne même plus avoir de perception de nous-mêmes, autre que cet objet. Et donc en fait, si on perd le contrôle sur cet objet, on n'existe même plus dans l'environnement, on est mort virtuellement, on va dire, si je peux utiliser ce terme. Et vu que c'est une formule mathématique, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi faire varier ce poids. C'est-à-dire que là, vous allez voir en haut à droite, on va être à 1, c'est-à-dire qu'on va copier complètement la personne de gauche. Et quand on va se mettre à descendre vers -1, on va se mettre à copier progressivement la personne de droite. Et on peut faire évoluer ce poids progressivement, et donc créer de nouvelles histoires sur à quel point on va impliquer les gens dans l'expérience. Donc on a développé un nouveau protocole en tentant d'imaginer, donc si on commence à un poids, par exemple un poids équilibré, qu'on va mettre le poids plus sur une personne, puis après plus sur l'autre, qu'on va inverser, comment les participants vont réagir et donc développer du sens de tout ça. Donc ça, on a eu une nouvelle phase expérimentale en décembre dernier et on est en train d'analyser les nouveaux résultats. Donc une discussion très rapide, insister sur cette idée que la recherche-création et le co-design peuvent permettre de faire évoluer en fait une question qui est en l'occurrence nous la question de la créativité collective. Donc le lapin blanc, les ombres, les marionnettes, tout ça, ça propose différentes formes de distorsion des corps et des langages. Du point de vue du design, la shared diminutuality pourquoi pas être appliquée à de nouvelles formes de plateformes d'échange entre individus qui pourraient donc libérer les corps et favoriser la collaboration. Et pourquoi pas aussi cette idée du poids évolutif afin de permettre donc de favoriser dans nos plateformes d'échange encore une fois plus d'écoute et d'acceptance des autres. Voilà. Merci. Alors, c'est bon. Ouais, bien sûr. Je déconnecte. Merci beaucoup. On va passer donc à la deuxième présentation pour l'axe cognition collective. Céline Jost qui va nous parler du projet PRIME. Alors donc, ce projet, il en est à ses débuts, mais il a déjà beaucoup de supporters. Donc, vous voyez qu'il y a une bonne équipe qui vient de Paris 8. Donc moi, je suis dans cette équipe de Paris 8. Je suis enseignant-chercheur là-bas. On a aussi donc, une autre personne de Paris 8, mais qui n'est pas dans notre équipe de recherche, parce que oui, là, vous voyez le laboratoire Chart. Et on a aussi dans l'équipe un autre laboratoire qui sont, eux, plus sur les jeux vidéo, le graphisme. Donc Rémi représente le côté des artistes. Brigitte Lepévédi, qui, elle, est à Brest, qui représente, qui est un petit peu comme nous, sur la partie handicap, interaction humain-machine, etc. On a aussi des personnes qui s'intéressent aux projets qui sont en Angleterre et au Brésil, qui sont plus sur une partie multimédia et interaction multisensorielle. On a des personnes qui s'intéressent au projet de l'INSHEA, donc là du côté de l'enseignement spécialisé. On a aussi une personne qui est la PDG d'une société, donc Ovaom, si vous ne connaissez pas, je vous encourage à regarder un petit peu ce qu'ils font. Et la PDG, c'est aussi une designer à la base, elle a fabriqué des manettes multisensorielles, donc c'est vraiment un autre type de périphérique, c'est très intéressant pour ce qui nous concerne dans la cognition. Elle fait pas mal de travail sur la musique et l'apprentissage.
Et dans le cadre de ce projet, on a aussi créé un groupe de travail qui est soutenu par l'Association française de l'interaction humain-machine. Du coup, là, maintenant, on a 2 entités qui évoluent un petit peu chacune de leur côté. Le projet Prime qui a maintenant qui a sa vie et le GT multisensoriel qui implique aussi d'autres personnes. Donc, on a cette espèce maintenant de double projet. Donc, du coup... maintenant qu'on a vu que voilà, il y a des gens qui soutiennent ce projet. Oui, pour l'instant, je dis qu'il est à ses débuts parce que ce projet, il a pour l'instant été financé que par des appels à projets de l'Université Paris 8. Et il y a aussi une thèse financée par l'Université Paris 8, mais on n'a pas encore décroché, par exemple, un projet ANR ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment tous les gens que vous voyez là. Moi, je suis très fière de les présenter parce que c'est des gens qui donnent de leur temps en dehors de financement, ce qui fait que c'est encore plus beau. Donc, Prime. Qu'est-ce que ça veut dire? Playing and recording with interactivity and multisensoriality. Donc, playing au sens de ce qu'on connaît habituellement sur les lecteurs. Vous voyez les lecteurs de vidéos, par exemple, avec play, pause, start. Donc, playing dans ce sens-là. Recording dans exactement le même sens, dans le sens d'enregistrer une vidéo. Sauf qu'on ne veut pas enregistrer des vidéos, on veut enregistrer ce qui nous réunit ici, des interactions. Donc, des interactions entre un humain et des dispositifs numériques. Ici, j'ai mis un petit robot, mais j'entends bien sûr toutes sortes de périphériques numériques. On est vraiment dans un cadre, comme nous toutes et tous ici, d'interaction, qui est en plus multisensoriel. Donc, on s'intéresse à aller stimuler les sens de la personne. Il y a beaucoup d'argumentations dans la littérature qui disent que si les sens sont impliqués, ça rend les personnes plus performantes, que ça favorise l'apprentissage, etc. Si vous avez des questions a posteriori, vous m'enverrez des mails. En tout cas, nous, du coup, ce qu'on veut, c'est permettre de créer, de jouer et d'enregistrer des situations d'interaction multisensorielle. Le projet Prime, pour l'instant, il se dessine sur 3 volets. Donc, l'idée de pourquoi on fait ça, eh bien, il y a un volet éducation. Et là, je rejoins les présentations du premier axe parce que j'ai vu des choses qui étaient assez en lien. Donc, par exemple, si on veut un enseignant a envie de faire une séance individualisée, personnalisée à l'élève, donc par exemple, comme on a vu tout à l'heure avec l'éducation avec la robotique, là, il a besoin de définir des interactions. Donc, on va voir après. Il y a un volet handicap, par exemple, un ergothérapeute qui aurait envie de proposer des exercices à faire en autonomie à la maison. Donc là, pareil, le thérapeute, il a besoin de créer des interactions. Et on se dessine aussi vers un volet création. Et c'est pour ça que vous avez vu qu'il y a Rémi qui est dans le projet. Donc, par exemple, si un artiste veut faire une œuvre numérique en utilisant des objets multisensoriels, donc voilà, il va avoir besoin de créer des interactions. Donc, c'est un projet pluridisciplinaire, plutôt transversal. On n'est pas dans une discipline, on se revendique assez dans ce côté pluridisciplinaire. Mais vous voyez que vraiment, ce qui est la discipline ici, c'est créer des interactions. C'est ça qui nous réunit tous, l'envie de créer des interactions. Donc, vous me direz que ça existe déjà. On peut créer des interactions en programmant. Et vous avez totalement raison. Le problème, c'est que dans les langages de programmation, forcément, ça nécessite de l'apprentissage. Au minimum, apprendre l'algorithmique et apprendre à comment programmer. Les langages de programmation dits visuels ont apporté une simplicité dans les langages de programmation textuelle, comme vous voyez à la matrix, écran noir, écriture verte. Ça a apporté quelque chose de beaucoup plus simple, mais en fait, c'est toujours de l'informatique, c'est toujours de l'algorithmique, et ça nécessite toujours un apprentissage, même si c'est plus facile. Du coup, nous, on a regardé, parce que vous avez vu qu'on a aussi des partenaires qui sont en multimédia. Donc, on a regardé un petit peu de leur côté. Là, vous voyez justement le logiciel Steve de nos partenaires du Brésil et du Royaume-Uni, qui est spécialisé dans la création de films multisensoriels. Ils ont appelé ça des multimédias. C'est très très facile parce que c'est comme tous les logiciels d'édition vidéo, vous avez une timeline et vous allez poser des éléments dessus en fonction du temps. Et quand vous cliquez sur Play, le temps défile et ça va jouer les éléments au fur et à mesure. Donc, c'est plutôt très très facile, mais ça ne prend pas en compte les actions d'utilisateur. Ça ne prend pas en compte le temps de l'interaction qui est basé sur nos actions et pas
sur le temps qui défile. Donc du coup, dans ce projet, eh bien, on aimerait pouvoir récupérer les forces des deux en fait, parce que les interfaces de programmation visuelle ont quand même rendu la programmation plus facile. Et les éditeurs de montage vidéo, ils sont très faciles à manipuler. À un niveau débutant, il n'y a pas besoin vraiment de grand apprentissage. Donc notre hypothèse, c'est de se dire, est-ce qu'en proposant un logiciel qui est basé sur les forces des éditeurs de montage vidéo et des forces des interfaces de programmation visuelle, on permettrait à des gens de créer sans programmer? Parce que c'est bien ça, hein, ce qu'on veut faire, c'est bien ne pas programmer. D'où le fait là que j'ai bien barré le mot programme en gros, et qu'on a proposé un nouveau mot pour ça, le mot scénagramme. L'idée étant de communiquer sur ce mot pour vraiment éviter l'amalgame entre de la programmation et ce qu'on veut proposer. Nous, ce qu'on veut faire, c'est modéliser des interactions, pas des instructions. Et pour le contexte, c'est vraiment des interactions qui se basent entre un tuteur et un apprenant, qui ont ensemble un but commun basé sur la cognition, hein, ce qui nous réunit aujourd'hui. Et donc, ça peut être partager de la connaissance, partager des sentiments, des émotions. Là, je pense par exemple aux personnes qui ont des troubles cognitifs. Une application, c'est par exemple les salles snozélènes multisensorielles où on essaye de faire en sorte que les personnes ressentent du bien-être, soient moins stressées, etc. Donc voilà. L'objectif pour nous, c'est vraiment des interactions à un but de cognition. Et là, je pense que j'ai tout dit. Donc, scénagramme pour scénario. C'est vraiment très important ce mot parce qu'on s'est rendu compte dans les tout débuts du projet qu'on essayait de dire qu'on ne veut pas faire de programmation, mais sans sortir un autre mot, les gens continuaient quand même à faire l'amalgame. Donc ce mot scénagramme, il est vraiment très très important pour réussir à partager cette idée de programmer sans programmer. Et donc le lien avec la cognition, on en a un lien déjà qui apparaît ici parce qu'on dit qu'on a un but commun basé sur la cognition, mais il est double le lien parce que ce qu'on veut, c'est vraiment proposer un système qui n'est pas basé sur l'algorithmique. Donc on veut proposer un système qui est basé sur le cerveau de l'humain. Et donc il est là le double cognition parce que dans l'idéal, il faudrait avoir un modèle mental de ce qu'est les situations d'interaction dans le cerveau de l'humain. Et l'idéal de l'idéal, dans un monde utopique, il faudrait que le logiciel représente parfaitement ce schéma mental de façon à ce qu'il n'y ait absolument aucun apprentissage. Bon, l'utopie, on est très très loin, mais ce serait un peu l'idée de l'idéal à suivre. Donc, le lien avec la cognition est évident et compliqué. Donc, dans ce projet, on a une méthodologie du coup qui est basée sur l'humain, d'où toutes les flèches qui retournent vers les utilisateurs. On a une particularité ici, c'est que on a deux types d'utilisateurs. Il y a les utilisateurs qui veulent créer les activités, donc les créateurs, ceux à qui on destine ce logiciel, et puis il y a d'autres utilisateurs, ceux qui recevront les activités. Donc là, on parle bien des utilisateurs qui seront les créateurs, hein, les créateurs du logiciel. Donc, le projet actuellement, il en est dans la phase du groupe de travail, de création de prototypes, de création de démonstrateurs. C'est un projet qui est difficile à exprimer expliquer sans qu'il y ait des images, sans qu'il y ait quelque chose à comprendre parce que on essaye de sortir des codes classiques. Et donc c'est un peu difficile à le faire démarrer, ce qui fait que pour l'instant, il y a plein de gens investis, mais pas encore de financement. Mais là, maintenant, on a des démonstrateurs, ce qui fait qu'on va pouvoir être en mesure de faire un petit peu plus percevoir aux gens la potentialité. Après ça, il y a tout un ensemble d'ateliers qui sont prévus avec des utilisateurs. Oui. Yes. Non, mais je gère. Merci beaucoup. Je gère et j'ai 2 slides derrière, donc ça va. Pas de souci. Un slide derrière. C'est presque fini. Oui, je gère. Donc il y aura tout un tas d'ateliers avec des panels d'utilisateurs, donc des utilisateurs enseignants, ergothérapeutes, artistes et puis d'autres disciplines, tous ceux qui ont vraiment besoin de créer. Il y aura aussi donc toute une phase où
Et on a déjà commencé à essayer d'établir les besoins, les usages. Difficile d'ailleurs cette phase d'analyse des besoins tant qu'on n'avait pas de démonstrateur, puisque cet outil offre des choses qui aujourd'hui ne sont pas possibles. Donc c'était un petit peu compliqué. Ensuite, on espère avancer un peu plus dans le développement, ce qui est le cas là, et pouvoir ensuite refaire une passe avec l'utilisateur pour les faire réfléchir avec cet outil en main sur les cas d'utilisation et puis qui nous donne quelques recommandations pour l'outil final. Il y a vraiment toute une passe très importante d'essayer de voir comment c'est naturellement dans le cerveau de l'humain pour permettre de faire facilement des situations d'interaction. Et puis après, on va rentrer dans l'étape classique de développement, test, évaluation. Développement, test, évaluation, boucle, vous voyez, qui ne s'arrête pas, avec possibilité de retourner vers l'utilisateur autant de fois qu'il y aura besoin. Et après, une fois passé ces étapes-là, on pourra implémenter des cas d'utilisation qui, du coup, on va essayer de développer ça sur les 3 volets qu'on a identifiés pour le moment. Et après, faire des évaluations à plus large échelle, mettre à disposition l'outil dans les formations auprès du public, enfin des publics que j'ai cités tout à l'heure. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc là, je vais terminer avec une vidéo qui vous montre un petit peu le prototype tel qu'il en est aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on a respecté le code des zones, en fait, comme sur le logiciel les logiciels d'édition de vidéo. En haut à gauche, les éléments, en bas à gauche, le paramétrage, et puis sur la zone du milieu, cette timeline, mais cette timeline qui est différente parce qu'elle n'est pas synchronisée sur le temps. Ce sont des actions qui arrivent quand elles veulent. Ce n'est qu'un prototype, d'où le fait que ce n'est pas un produit fini avec toutes les fonctions que vous avez l'habitude de voir. Et ce qu'on voit, c'est que déjà à cette étape-là, c'est très facile. On glisse, on dépose, et là, tout simplement, les actions se font les unes à la suite des autres. Le système fait des actions, l'humain fait des actions, le système fait des actions. Donc pour l'instant, on en est à des situations d'interaction très simples. Il y a aussi donc, la possibilité de faire des choses en même temps. Vous voyez le tout premier composant à gauche, on voit qu'il y a 3 éléments dedans. Et bien ces 3 choses-là se feront en même temps, donc on peut définir des effets sensoriels qui se font en même temps. Enfin, on peut définir plein d'actions en même temps. Et puis là, on va travailler sur petit à petit, voir qu'est-ce qu'on peut rajouter. Voilà, à un moment donné, il faut bien laisser le choix, par exemple, à l'utilisateur de faire une action ou une autre action. Il faut forcément le faire évoluer, mais le gros compromis, le gros défi de ce projet, c'est de trouver le compromis. Là, vous avez l'exemple de possibilité de donner le choix à un utilisateur. On va toujours être sans cesse entre le compromis de donner la possibilité aux gens et que ça reste facile. Et si on donne trop de possibilités, on va retomber dans un langage de programmation visuelle et c'est pas ce qu'on veut. Donc on va devoir jongler entre ce compromis-là et à un moment donné, on ne pourra plus donner la possibilité aux gens parce que là, ça deviendra trop complexe. Donc vous voyez, on avance vraiment de façon incrémentale. On a déjà validé ce système simple de timeline avec les composants posés les uns à la suite des autres. Puis petit à petit, on va rajouter des composants, tester auprès des gens et voir qu'est-ce qui est admis, pas admis, facile, pas facile, etc. Et je vous remercie. C'est génial. On passe à la 3e et dernière présentation pour ce matin, Brent Strickland, qui nous présente le projet. J'ai oublié ton titre. Sur le biais de MySide. Voilà, merci beaucoup. Okay. Je pense qu'il faut changer là. Voilà, ok. Donc, bonjour, je m'appelle Brent Strickland, je suis chercheur CNRS à l'Institut Jean Nicot. Je suis aussi un professeur affilié à l'UM6P au Maroc dans l'école d'intelligence collective, dont je suis un des cofondateurs. Donc, on sait depuis longtemps que l'être humain, en tant qu'individu, il est biaisé. Voici une sorte de carte qui a été faite sur les découvertes des biais cognitifs dans la prise de décision et dans le raisonnement qui ont été étudiés depuis plus de 40 ans.
Moi, dans ce projet, ce qui m'intéresse, c'est c'est se poser la question, c'est comment est-ce que les biais au niveau des individus peuvent quelque part s'agréger et avoir une influence sur le comportement des groupes, notamment des organisations et des entreprises. Le focus dans cette présentation, ça va être un biais qu'on appelle le biais de my side. C'est le biais de mon côté, c'est-à-dire d'aller chercher, croire et transmettre des informations qui correspondent à mes convictions et quelque part ignorer des faits ou des informations qui vont dans le sens inverse. Donc voilà, on va se poser la question, c'est comment est-ce que ce biais qui est un peu fondamental a une influence sur l'ensemble le comportement des groupes. Donc, sur le plan, je vais déjà illustrer ce que c'est, ce biais de mon côté. Deuxièmement, je vais parler des coûts et des bénéfices que ça peut avoir ou engendrer pour le comportement collectif des groupes. Et trois, je vais vous parler de pourquoi est-ce que c'est si difficile de le changer et de le modifier et éventuellement présenter des solutions. Donc, qu'est-ce que c'est que le biais de mon côté ou de my side? Voici une belle illustration qui a été faite par les Américains dans les années 2000. Dans cette étude, on demande à des undergraduates venant des universités américaines de présenter un topic controversé à un étudiant étranger. Et le consigne, c'est de présenter le topic de manière équilibrée, bien balancée, pour que ça soit un peu une juste présentation. Et pour préparer sa présentation, ils peuvent aller chercher des informations qui viennent soit de la droite, soit de la gauche. Et on sait pour chaque participant aussi son orientation politique. Et ce qu'on voit, c'est que quand ils vont chercher de l'information, il y a une tendance, j'ai encerclé ici, dans toutes les études, les faits qui montrent ça, c'est qu'il y a une tendance très robuste de chercher de l'information venant des sources qui correspondent à mes convictions. Donc, si je suis de gauche, je vais chercher des informations qui viennent de la gauche. Si je suis de droite, je vais chercher des informations qui viennent de la droite, même si je suis censé vraiment montrer de manière équilibrée le topic. Un des faits de cette étude qui est vraiment très intéressant, c'est que c'est notamment chez les participants qui ont le plus de connaissances factuelles sur le topic, c'est surtout ces personnes-là qui montrent le plus ce biais de my side, qui peut être un peu contraire de ce qu'on peut croire naïvement. Nous, on vient de publier un article dans The Proceedings of the National Academy of Sciences, Nexus, avec mon ancien étudiant Antoine Marie et Sacha Galté, où on a regardé une préférence de transmettre de l'information sur les réseaux sociaux qui correspondent à ses propres convictions, donc qui suivent un peu cette tendance du my side bias. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a montré des news clippings, c'est des titres, des articles de journaux sur des topics controversés, soit qui soutiennent un discours de gauche, soit qui soutiennent un discours typique de la droite. Donc on a travaillé avec des différents topics, ça peut être le droit de porter les armes, l'égalité raciale, l'égalité homme-femme ou l'avortement. Et on présente un certain nombre d'articles qui soutiennent le positionnement de gauche ou qui soutiennent le positionnement de droite, ou aussi il y a des items qui étaient neutres. Et on demande à les participants de dire en gros à quel point est-ce que c'est probable que vous auriez envie de partager cette information avec votre réseau, avec vos amis. On a plusieurs manières à travers les différentes études de poser la question, mais en gros est-ce que vous aimeriez transmettre ça dans votre réseau social ou pas. Et en plus, on demande des attitudes de chaque participant sur le topic. Donc, en gros, on peut savoir où se situe le participant par rapport, par exemple, au contrôle des armes. Est-ce qu'il est absolument pour ou contre le contrôle des armes? Et c'est la question qui nous intéressait quelque part le plus ici. C'était de demander est-ce que pour cette personne-là, est-ce qu'il considère ou elle considère que le topic est d'une importance morale fondamentale. Il peut y avoir quelque chose, par exemple, moi,
je sais pas, pour le contrôle des armes, peut-être juger le positionnement de quelqu'un de gauche, mais c'est pas vraiment quelque chose qui a une importance fondamentale pour moi. Tandis que pour d'autres, c'est vraiment le topic clé. Donc on voulait savoir comment est-ce que les gens y percevaient pour chacun le topic. Donc, ce qu'on a montré avec à la fois des vraies news et des fake news, c'est que, il y a un biais de vouloir transmettre l'information qui correspond à son positionnement. Donc, par exemple, si on prend expérience 4, plutôt expérience 1, c'est mieux, on voit que globalement, c'est plus haut ici qu'ici. Donc, ça veut dire que les gens ils préfèrent partager l'information quand c'est congruent par rapport à quand c'est pas congruent avec leurs croyances. Et deux, ce qu'on voit, c'est que en rouge, on voit c'est les topics où les gens ils ont dit que ça a une importance fondamentale de leur point de vue moral. Et on voit que cette tendance de vouloir partager l'information qui correspond à son propre côté, il est amplifié quand on est investi moralement dans le topic. Donc, quelque part, ça veut dire que plus qu'on a un souci moral sur un topic, plus qu'on montre ce type de biais, ça amplifie les biais. Donc, juste pour résumer cette partie-là, c'est qu'on voit cette tendance fondamentale de biais de mon côté dans la recherche d'informations, dans la transmission d'informations. Il y a aussi d'autres études qui montrent dans les tests d'hypothèses, on le voit, et aussi dans l'évaluation d'informations, on le voit. C'est quelque chose qui est extraordinairement robuste. Dans toutes les cultures du monde, même chez les enfants, on retrouve cette tendance. Et aussi, notamment, ça n'est pas en corrélation avec le QI de l'individu, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et ce fait, ça va le rendre attirant comme un potentiel influenceur dans le comportement des groupes et dans les collectifs. Donc, passons maintenant à des organisations et à des dilemmes d'organisation. Et si on se pose la question, comment est-ce que ce biais fondamental qui peut exister à travers une organisation peut les influencer, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Et un peu superficiellement, les managers, ils montrent cette tendance. Ça, c'est une étude qui vient de sortir sur presque 1000 membres des équipes corporate en Slovaquie, où ils montraient que, en gros, les managers, ils surestiment les ressources à disponibilité, leurs talents, si le contexte est favorable, si la mission, c'est une mission qui était bien sélectionnée. Donc, on voit un peu une défense de positionnement de l'entreprise dans la tête des managers de manière assez robuste. Il y a aussi des effets qui sont un peu plus subtils. Donc ça, c'est une étude qu'on vient de soumettre sur le biais de MySide dans le contexte de la perception de la politique d'emploi dans les organisations. Donc ce qu'on a fait dans cette étude, c'est qu'on montre une vraie étude. Donc ça, c'est un graphe qui vient d'une vraie étude qui a été publiée en PNAS il y a quelques années, qui montrait par la méthode de test de CV, on envoie des CV, il y a une évaluation, c'est les mêmes CV, mais pour la moitié des gens qui évaluent, ils voient le nom par exemple d'une femme, et pour l'autre moitié, ils voient le nom d'un homme, mais en fait c'est les mêmes CV. Et ils ont montré dans cette étude que les hommes sont, pour le même CV, les hommes sont mieux évalués que les femmes. Et donc, on présente cette étude-là, ou un résumé de cette étude-là, à des participants qui ne sont pas scientifiques, c'est des gens qu'on recrute sur Internet, et on leur demande, est-ce que vous pensez que l'étude a été bien faite, est-ce que vous croyez à des conclusions des chercheurs? Donc, je vais passer ça. Et en fait, ce qu'on voit, c'est selon, excusez-moi, je devais dire aussi qu'on demande aussi à des participants de dire, est-ce que vous pensez que ce topic d'égalité homme-femme dans le milieu d'embauche, ça a une valeur fondamentale pour vous d'un point de vue de moralité. Donc, on peut savoir est-ce que les gens ils considèrent que c'est important ou pas moralement. Et ce qu'on voit, c'est que plus que les gens, donc plus qu'on va à droite ici, plus que les gens ils disent que l'égalité homme-femme, ça a une importance fondamentale pour eux, en gros, plus qu'ils croient à la conclusion de l'étude. Donc, c'est plutôt positif. Cette conviction morale mène à une plus forte croyance dans une étude qui révèle une discrimination. Donc, ça, c'est quelque part un bonus. De l'autre côté, on a aussi démontré que cette conviction d'égalité homme-femme, ça peut aussi mener ou induire à l'erreur.
Donc, on a décrit un scénario où, dans le pool des applicants, donc il y a une entreprise qui recrute et il y a dans tous les dossiers de candidature qui sont reçus, 20% viennent des femmes et 80% viennent des hommes. Et dans le recrutement final, c'est 70% hommes et 30% femmes. Donc, il y a plus de... 5 minutes. Il y a 30% femmes. Donc, en fait, il y a une surreprésentation des femmes par rapport au nombre de personnes qui ont fait la candidature. Et puis, mais les chercheurs dans cette étude hypothétique qu'on présente à nos participants, ils arrivent à la conclusion que ceci, c'est une démonstration de discrimination contre les femmes dans le milieu de travail, ce qui est impossible avec les chiffres qui sont présentés. C'est l'inverse. Par contre, des gens qui montrent une conviction morale absolue sur l'égalité homme-femme, ils ont tendance à croire à la mauvaise conclusion qui viennent de ce groupe de recherche. Par contre, quand on fait la même chose, mais c'est une condition de contrôle où on dit que c'est des gens qui sont gauchers ou droitiers, cette erreur de raisonnement, il disparaît. Donc, c'est vraiment lié au sujet que les gens tiennent à cœur quelque part. Donc, il y a un bénéfice. Le bénéfice de Mindset Bias, c'est qu'on transmet... le bénéfice, c'est qu'on a une plus forte croyance dans les vrais faits, dans cette étude, mais aussi un coût que des fois, ça peut mener aussi à induire à l'erreur. On peut modéliser, c'est ce qu'on fait récemment, on essaie de modéliser les effets de Mindset Bias au sein des groupes. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on crée des sortes de communautés fictives avec des agents qui vont aller chercher, transmettre des informations et aussi modifier leurs croyances quelque part en groupe. Et on a des groupes qui sont biaisés et des groupes qui ne sont pas biaisés. Donc, on peut montrer dans nos modèles que les groupes qui ne sont pas biaisés, ils arrivent plus souvent à la bonne conclusion que les groupes qui sont biaisés. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas étonnant. Mais de l'autre côté, on montre que des groupes qui sont biaisés, ils arrivent plus vite à une conclusion. Donc, ils ont une convergence des fois sur une mauvaise conclusion, mais aussi sur les bonnes conclusions, ils y arrivent plus vite, ce qui peut donner un avantage à une entreprise, par exemple, qui a besoin d'agir vite dans le vrai monde. Donc, on voit une sorte de trade-off entre la précision d'un côté et l'erreur de l'autre côté. Avec les 2 minutes qui restent, je veux parler du problème d'intervention. Donc, si, par exemple, moi, je suis directeur d'une entreprise et j'ai envie que mes employés soient moins biaisés et qu'on a une meilleure qualité d'information, comme je fais. C'est que les trainings, des formations, des choses comme ça ne marche pas du tout. Ça a été essayé dans mon laboratoire et dans plusieurs laboratoires. C'est que ça ne sert à rien, ça ne marche pas, donc ce n'est pas la peine d'essayer. Pourquoi est-ce que c'est si dur de changer ce type de comportement au sein d'un organisme? Il y a plusieurs raisons, mais une raison qui est très intéressante, c'est illustré ici. Donc, on décrit un scénario d'une entreprise où, en gros, l'entreprise est très investie dans une nouvelle technologie, il est persuadé que ça va marcher, que ça va vraiment cartonner, ça va tout vendre. Et on peut avoir un analyste, John, qui consulte un marché prédictif qui a été prouvé scientifiquement de donner une bonne qualité d'information, etc. Et il prédit soit que l'investissement de l'entreprise, ça sera fonctionnel et ça va bien marcher, ou dans un autre cas, en fait, il est plus pessimiste que le reste de son groupe et de ses directeurs. Il dit, en fait, selon les modèles, selon mon analyse, ça ne marchera pas du tout. Et puis, on a fait ça dans le contexte d'une entreprise, de la politique et aussi du sport. Et la question qu'on pose, c'est en gros, est-ce que vous pensez que John, c'est un employé loyal? Est-ce que c'est quelqu'un qui resterait dans l'entreprise même si ça se passe mal? Et ce qu'on trouve, c'est quelque part décourageant, c'est que dans le cas où il arrive à la conclusion qu'il est pessimiste par rapport au reste de son groupe, les autres pensent qu'il est disloyal. C'est que c'est pas un bon équipier, c'est pas quelqu'un qui aide l'équipe. Et donc, du coup, il est quelque part puni dans ces environnements fictifs et on soupçonne que c'est aussi une dynamique réelle. Et ça se fait même quand les gens reconnaissent que John a plus de chances d'avoir raison que le reste de son groupe. Donc, c'est une dynamique qui pousse, qui quelque part oblige la personne
à être biaisé dans le même sens que son groupe. Quelque part, ça agit contre la diversité d'opinion qu'on connaît par plein d'études d'intelligence collective, que la diversité d'opinion, c'est primordial dans le succès de la qualité d'information. Donc, comment y répondre? On peut en parler après. Mais la recommandation, c'est que la direction doit rendre la vérité sacrée. Ça doit être une des valeurs quelque part ancrées dans les valeurs de l'entreprise ou du groupe. Ça doit être la recherche de vérité, même si ça va au contraire des intérêts du groupe. Donc voilà, merci de votre attention. Merci d'avoir tenu le temps. On fait un petit... Oui, du coup j'invite les intervenants à venir là, il y a 4 prochaines. Merci. J'ai une question pour Brent. Est-ce que le statut de l'agent minoritaire joue? C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui a une certaine importance, est-ce que le fait que... voilà, est-ce que ça joue plus en fait? Vous parlez de la dernière étude que j'ai présentée. Oui. Ben, on a des études pilotes où on a modifié le statut de la personne. Donc il y a un cas où c'est un grand directeur et un autre cas où c'est le petit employé lambda. Et effectivement, quand c'est le grand directeur qui va au contraire d'autres directeurs ou les intérêts de son groupe et qui a une possibilité de modifier les choix de l'entreprise, dans ce cas, on voit le même phénomène, mais c'est réduit. Donc ça influence, on peut dire. L'intelligence ne protège pas de ce genre de bêtises. L'intelligence ne protège pas de ce genre de bêtises, l'instruction non plus, l'entraînement non plus. Donc du coup, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait permettre d'éviter ça, à moins que d'un point de vue écologique, au fond, finalement, de temps en temps, comme vous l'avez suggéré, ça puisse être efficace? Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut d'abord se poser la question si c'est souhaitable de le faire. Donc, par exemple, si moi j'étais à la tête d'une petite entreprise start-up qui investit dans une technologie très précise, je ne suis pas sûr que j'aurais envie forcément de radicalement changer ça parce qu'on a besoin d'aller vite. Donc, quand la vitesse est vraiment importante par rapport à la qualité d'information qu'on utilise, c'est pas forcément la peine d'essayer de changer. Après, si on est par exemple dans une ferme d'investissement, c'est le cas de Bridgewater, par exemple, avec Ray Dalio, dans les fermes des fonds d'investissement où ça peut être des milliards d'euros et ils ne veulent pas se tromper. La qualité d'information est vraiment très, très importante, plus important que vraiment la vitesse d'action. On peut avoir cette envie de modifier. Dans ce cas, il y a au moins deux manières de faire. C'est le consigne d'en haut de rendre la vérité sacrée. Et on sait que par les études sur la transmission d'informations, que de suggérer à quelqu'un que la vérité de ce que vous faites, de ce que vous transmettez, c'est vraiment très important. Donc rappelez-vous que la vérité, c'est important. Quand on rappelle juste comme ça, on voit une diminution des biais. Et mon hypothèse, c'est que ça peut aussi être appliqué au sens large par la direction. Et deux, c'est la procédure. Si dans la procédure, la manière de solliciter de l'information, on met en place des procédures qui protègent quelque part l'indépendance, qui protègent l'individu qui peut être contrarien. Ça aussi, ça peut aller. On le voit dans les sciences, d'ailleurs, quand on va coder aveuglement ou avec regarder un primate sans que le codeur savait l'hypothèse des expérimentateurs. Par la procédure, on peut quelque part faire une sorte que le biais ne peut pas s'exprimer chez l'individu. Donc c'est les deux moyens, je dirais. Et oui, parce que la procédure, parce que sinon la vérité, étant donné qu'il y a quelqu'un qui évalue de toute façon ce qu'est la vérité, comme vous l'avez dit, en montrant des articles scientifiques, on va dire ceux-là, moi je les prends, et puis compte tenu de mes convictions, moi je dis celle-là, oui, ça c'est la vérité, et d'autres, puisque dans les sciences il y a toujours des controverses, Oui. Celles-là je les néglige. Donc Oui. finalement sacraliser le statut de la vérité,
ça voudrait dire qu'on sait où elle est. Tandis que la procédure, au moins, il me semble que ça, c'est beaucoup plus sûr, la procédure, finalement. Oui, après, je pense que, par exemple, dans le contexte d'une entreprise, ça peut être différent que la communauté scientifique, mais oui, je pense que je suis d'accord avec, dans la communauté scientifique, dans tous les cas, la vérité, c'est quelque part sacré déjà. Donc, Non, mais je veux dire, pour les gens du monde de l'entreprise qui vont essayer de se fonder sur des vérités, donc on peut se dire, tiens, voilà, les vérités scientifiques sont celles sur lesquelles on va se fonder, comme vous l'avez montré tout à l'heure. Sauf que si, c'est parce que celle-là, on avait envie d'y croire, on va dire, au fond, qu'on admet qu'elle est plus juste. Oui, après, on peut en discuter après. Mais, il y a des exemples. Ray Dalio, c'est un très bon exemple de quelque chose. Il a vraiment ancré ça dans les valeurs de l'entreprise. Par le fait que ça soit dans les valeurs d'entreprise et que ça soit reconnu comme vraiment primordial, des procédures que pas lui va mettre, mais d'autres employés vont mettre, ils vont avoir tendance. Donc, les deux, ils peuvent être aussi quelque part liés. On peut le dire comme ça. Merci. C'était pour le danseur hybride et les deux personnes qui s'imitent. Est-ce que vous avez vérifié si les mouvements des boules suivaient les lois sacrées du mouvement humain ou si vous arriviez à les perturber? Je pense à la loi exposant 2 tiers, je pense au minimum jerk, je pense à ce type de système de contrôle du mouvement. Ou est-ce que vous arrivez et est-ce que votre danseur intermédiaire obéit à des lois du mouvement reconnues? Alors, pour le danseur médian, ces mouvements sont composés en fait d'une sorte de moyen-âge entre les mouvements des deux participants. Donc, on n'a pas fait une étude particulièrement sur ces mouvements à lui pour savoir si ça respectait encore ses règles, mais les mouvements originaux et lui composé par des humains. C'est-à-dire que c'est des capteurs qui sont sur les poignets des participants. Donc, a priori, c'est des mouvements naturels. Donc, oui, est-ce que vous avez vérifié, quand vous faisiez ce genre d'exercice, est-ce que vous avez calculé la loi exposant 2 tiers? Est-ce que vous avez trouvé un exposant 2 tiers? Non, on n'a pas fait ce calcul, parce que vous pensez que ça pourrait atténuer l'aspect naturel des mouvements? Je pense que vous pourriez... en regardant les trajectoires des mouvements que vous enregistrez, peut-être observer, ce qui serait important pour la rééducation, soit une amélioration, soit une disruption de la loi exposant 2 tiers, de la loi du minimum jerk, par exemple. D'accord, on prend note. Merci. C'est une question ouverte, quoi. Je veux dire, d'accord, merci pour